au balado Cible grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je suis votre animatrice Mélanie Couture, titulaire de la chaire et professeure agrégée à l'École de travail social de l'Université de Sherbrooke. Aujourd'hui, bien sûr, je suis accompagnée de mon acolyte Kevin Saint-Martin, qui est coordonnateur à la chaire. Dis bonjour, Kevin. Salut tout le monde, c'est un plaisir d'être de retour avec vous, puis d'être de retour avec Mélanie après 2 épisodes solo, ça fait du bien d'être, accompagné pour l'enregistrement d'aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on commence une série sur la maltraitance en résidence privée pour aînés, donc en RPA pour les intimes. C'est un sujet que je connais un petit peu moins parce que ça vient d'un projet que Mélanie avait lancé avant d'arriver à la chaire. Donc, j'ai commencé à y toucher un petit peu, mais je connais pas les subtilités du projet puis, des résultats de tout ça. Donc, pour cet épisode aujourd'hui, je vais être un peu plus dans un rôle de poser des questions puis, d'amener Mélanie à approfondir puis à nous décrire son projet. Donc, je vais être un peu comme vous aujourd'hui, je vais apprendre à mesure qu'on avance dans l'épisode. Tout à fait. Puis, en fait, ce projet-là, puis on ne parlera pas juste de recherche, là, c'est pas ça l'idée, mais c'est de vous montrer qu'est-ce que ça peut avoir l'air dans la vraie vie, la maltraitance en RPA. Donc, aujourd'hui, on va parler de façon un petit peu plus globale de la logique par rapport au projet. Et ensuite, on va avoir des épisodes spécifiques sur différents types de maltraitance en RPA. Pour justement vous aider peut-être à reconnaître certains signes ou certains éléments. Et globalement, finalement, le tout a débuté, c'est, voyons, le comité, de défense des droits des locataires âgés de l'agglomération de Longueuil, qui est venu me voir en 2018 parce qu'il avait connaissance de plusieurs cas et à ce moment-là, j'étais chercheuse d'établissement au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal, au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale, le CREGES. Donc, CIUS, c'est Centre intégré universitaire de santé et services sociaux. Donc, c'est une structure dans le système de santé québécois. Et il voulait avoir de l'aide justement pour être en mesure de peut-être décrire la maltraitance en résidence privée pour aînés, recueillir des témoignages pour qu'au bout du compte, on soit aussi en mesure de développer certains outils de sensibilisation et peut-être aussi des outils pour agir sur, la problématique. Donc, à l'intérieur, du comité de défense des droits des locataires âgés de l'agglomération de Longueuil, il y a un des organismes, les Habitations Paul Pratt, qui est une OBNL, donc un organisme à but non lucratif qui héberge justement, des personnes aînées et d'autres types, de personnes également, qui ont réussi à avoir, une subvention, du FKIS, donc du Fonds québécois d'initiative sociale. Mon Dieu, je m'accroche aujourd'hui. Puis, et aussi, la ville de Longueuil a mis de l'argent, le CREGES a mis de l'argent aussi, les Habitations Paul Pratt a mis d'une canne, puis on a aussi la députée Nathalie Roy qui avait donné un petit montant aussi pour aider au projet sur la partie recherche et développement d'outils de sensibilisation. Donc, l'idée de base, c'était vraiment de décrire et de voir aussi un peu les démarches que les gens ont entrepris, puis qu'est-ce qui a fonctionné, puis qu'est-ce qui n'a pas fonctionné non plus. Juste avant de se lancer là, dans les détails de la chose, je pense que ça serait peut-être important de décrire c'est quoi une RPA, au-delà du nom résidence privée pour aînés. Déjà, le nom est important parce que j'entends souvent des gens parler de RPA comme une résidence pour personnes aînées plutôt que comme une résidence privée. Donc, c'est important de préciser que les résidences privées pour aînés, en fait, c'est des habitations collectives privées, généralement à but lucratif, qui sont destinés principalement, ben, comme le nom l'indique, hein, aux personnes aînées, généralement âgées de 65 ans et plus, mais Oui. parfois il peut aussi avoir d'autres personnes dans ces résidences-là. Je veux juste ajouter un point. C'est comme une Oui, appellation contrôlée comme le vin. OK? Tu sais, on peut pas mettre sur une bouteille de champagne quelque chose, un mousseux qui est fait pas dans la région de Champagne. Les RPA, c'est une appellation contrôlée puis qui demande une certification du gouvernement pour pouvoir mettre résidence privée pour aînés. Puis comme Kevin il dit, super important, c'est une compagnie privée. OK? C'est pas à but non lucratif, c'est vraiment un but lucratif. Donc, le but est de quand même faire de l'argent, là. OK? Fait que ça, c'est important de quoique, comprendre dès le départ. il y a il y a parfois des organismes à but non lucratif qui gèrent des résidences, mais c'est plus exceptionnel. Donc généralement, on parle de résidences privées, à but lucratif. Donc comme Mélanie disait, effectivement, ça prend une certification pour avoir une résidence, donc c'est pas n'importe qui peut décider avec ses amis, qui se met un appartement dans son sous-sol, puis qui décide qu'il s'appelle une résidence privée pour aînés parce que l'appartement est habité par une personne de 65 ans et plus, pour répondre à un certain nombre de critères de sécurité et tout ça, pour pouvoir porter cette appellation-là. Puis c'est une appellation qui peut aussi être retirée si jamais on ne répond pas aux critères.
Ouais, ça, puis il y a quand même différents types de maltraitance, oui, ça va venir plus tard. Il y a Oui. différents types de résidences. Il y a à peu près 4 types. Heu, on rentrera pas dans les détails aujourd'hui, mais tu sais, il peut y avoir des services, bon, les repas peuvent être inclus, l'aide, au ménage, là. Il peut y avoir aussi, tout, le côté loisirs. Donc il y a différents services d'offerts. Donc selon les puis ils vont avoir un différent type selon les services offerts. Je vous encourage à aller voir, le site web du gouvernement du Québec, donc du ministère de la Santé et des Services sociaux, si vous voulez avoir une description en profondeur de c'est quoi une résidence privée, pour aînés. Donc on parle de résidence privée pour aînés, donc c'est habité principalement par des personnes aînées, mais c'est quoi un peu le profil des personnes qui vivent en résidence, Mélanie? Habituellement, c'est des gens qui commencent à vivre certaines incapacités. Puis l'idée, c'est puis il y en a aussi que je dirais qu'il y a des gens aussi qui y vont parce qu'ils veulent avoir, d'autres personnes avec qui faire des activités aussi. Fait que, tu sais, il faut pas oublier que c'est un logement commun, tu sais, il y a plusieurs personnes, on va dîner souvent dans la même cuisine, et cetera, même si on a chacun nos appartements. Et l'idée, c'est aussi d'avoir, bon, c'est ça, d'avoir des gens proches. Puis l'idée aussi, c'est que si jamais on a besoin d'aide, il y a des gens disponibles. C'est souvent perçu comme ça par les personnes aînées qui vont décider d'aller, dans les résidences privées pour aînés. Puis ce que j'entends souvent, c'est: «Si jamais je tombe, il y a quelqu'un qui va s'en rendre compte plus vite que si je suis dans un appartement tout seul». Fait que c'est vraiment l'idée d'avoir des gens autour qui peuvent apporter de l'aide aux besoins. Faut faire attention parce qu'il y a aussi de l'aide, on souvent les gens vont payer un montant de base, mais il reste quand même que des fois, il y a certains services qui sont payés à la pièce aussi ou avec un genre d'abonnement. Fait qu'il y a quand même des coûts des fois rattachés à cette aide-là aussi, là. C'est pas nécessairement fait, gratuitement. Mais ce que je dirais des fois, c'est aussi d'avoir les autres résidents autour pour, avoir une vie sociale sans nécessairement sortir dehors. Parce que si vous vous rappelez, nous, on est au Québec, il y a de la neige, il fait froid. Fait que des fois, c'est bon de pas avoir à sortir, à l'extérieur aussi. Donc, si je comprends bien, c'est un peu une combinaison là, de vouloir se sentir en sécurité, avoir une présence sécurisante, avoir l'opportunité de voir des gens, vivre dans une habitation qui va être collective, donc être proche de plusieurs personnes, que ce soit pour le loisir, mais pour la sécurité, comme on disait. C'est ça. Puis c'est aussi pour avoir des services là, quand on en a besoin plus spécifiquement, où là, ça peut amener des coûts à la pièce. Ouais, ben, c'est ça. Il y a certaines résidences qui vont avoir, une infirmière sur place aussi, ce qui peut être intéressant pour, donner les médicaments, pour les changements de pansement et des choses comme ça. Mais ça n'empêche pas aussi qu'il y a des services du, centre local de services, donc le CLSC, qui peut aussi entrer puis venir donner des services, plus médicaux, peut-être, ou d'activités de vie quotidienne aux personnes aussi. Fait que c'est comme une combinaison de tout ça, De tout ça. ensemble, là. Puis, un des points aussi que j'entends souvent les personnes aînées vont dire, «Ah ben, tu sais, ma maison est trop grande, puis là, ça va me permettre d'être dans plus petit, puis d'avoir moins, grand à m'occuper, dans la maison aussi». Fait que c'est ça aussi, c'est des fois une des raisons qui fait que les gens vont aller en résidence privée pour aînés. Puis, en termes de proportion, on parle de combien de personnes aînées qui vivent dans ces milieux-là? Ouais, ben, faut pas oublier qu'au Québec, il y a quand même une très grande proportion des personnes aînées qui vivent à domicile, donc dans le milieu, dans la communauté. Et les résidences privées pour aînés, ils rentrent, on considère pas que c'est des institutions, on considère que c'est quand même vivre dans la communauté quand on est dans résidence privée pour aînés, contrairement au CHSLD, Centre d'hébergement et de soins de longue durée, ou résidence intermédiaire, médias, les RI, où on va considérer que là, c'est institutionnalisation. Le RPA, on considère pas que c'est une institutionnalisation. Donc, si on tient ça en compte, il y a quand même, pour les personnes en haut de 65 ans au Québec, il y a quand même 11 qui vivent dans les résidences, privées pour aînés, ce qui est quand même un bon chiffre. Puis ce qu'on voit aussi, c'est qu'en haut de 85 ans, c'est presque la moitié des gens, donc à peu près 47 qui vont vivre en résidence privée pour aînés. Moi, ce Bah, que je tu dis que c'est un bon chiffre, mais d'après moi, il y a peut-être des gens qui seraient surpris et qui s'attendent à ce que ce soit beaucoup plus élevé que ça, le nombre de personnes qui vivent en RPA. Ouais, mais la majorité des personnes aînées vivent dans un domicile, c'est ça qui donc ils sont pas en CHSLD non plus, fait que c'est ça. Quand on vieillit, c'est pas automatiquement qu'on va aller dans des endroits comme ça non plus, mais à un moment donné, rendu à un certain âge, tu sais qu'on va plus vers 85 ans parce que les incapacités, pour la majorité des gens, vont commencer vers 75 ans. Fait que vers cet âge-là, c'est souvent là qu'on va commencer à avoir des petites difficultés à faire certaines choses de la vie quotidienne et c'est des fois là aussi que
là, on commence à réfléchir à peut-être avoir une plus petite maison, commencer aussi à vouloir déménager pour avoir plus de soutien et etc. là. Donc, alors que rendu à 85, là, il y a plusieurs personnes qui ont des incapacités sont un petit peu plus importantes. Fait que c'est un peu normal, mais il y a aussi, faut tenir compte que dans les RPA, il y a eu une évolution aussi. C'est-à-dire que la moyenne des gens en RPA en haut de 80 ans, là, on est dans presque 85 ans en moyenne. Et ce qui se passe, c'est que les soins ou les services demandés sont de plus en plus lourds. Alors que, là, plusieurs années, en résidence privée pour aînés, on avait des personnes beaucoup plus autonomes. Donc, ça amène une charge supplémentaire aussi pour Il les résidences privées pour aînés, là. y a quelque chose qui explique ce changement-là du fait que les personnes aînées en résidence ont des besoins plus lourds par rapport à avant? Ben, c'est juste que les gens vont y aller plus tard. C'est une des choses que les gens vivent plus longtemps et que aussi, c'est que il y a toute l'idée aussi qu'il y a moins de place et il y a des grosses listes d'attente aussi en CHSLD, en centre d'hébergement et de soins de longue durée au Québec, qui est finalement en les CHSLD, là, les gens ont 4 heures et demie et plus d'heures par jour de soins. Donc, c'est les cas très, très, très lourds. Et là, souvent, c'est qu'ils vont rester un petit peu plus longtemps en résidence avec un peu plus d'aide du CLSC, donc des services plus communautaires. Donc, ça fait qu'à un moment donné, des fois, ils sont un petit peu même trop longtemps en résidence privée, auraient dû aller peut-être en résidence intermédiaire et tout ça. Donc, mais comme je t'ai dit, si vous voulez les définitions de ces types d'hébergements-là sur le site web du ministère de la Santé et des Services sociaux, il y a une section qui explique justement ces types d'hébergements-là. Donc, on se Puis retrouve avec des gens quand même qui ont besoin de beaucoup de services jusqu'à un certain point, mais il y en a qui vont aller en résidence beaucoup plus tôt aussi, comme je disais, pour avoir de la nourriture qui est inclus et le ménage et certains autres services de loisirs aussi, là. Donc, il y a des très bonnes résidences. On va parler de maltraitance en RPA, mais il y a des très bonnes résidences. Il y a des gens qui sont super heureux en résidence, mais nous, c'est sûr qu'on va se concentrer un petit peu plus sur justement les problèmes rencontrés dans certaines résidences, là. c'est ce que j'allais dire à quelque part quand on y pense, c'est un peu déprimant de se dire que les gens vont principalement en résidence pour se sentir bien, pour être encadrés, pour se sentir en sécurité, puis que là, arrivés là, ils font face à des situations de maltraitance. C'est sûr que c'est rassurant de savoir que c'est pas toutes les résidences, puis qu'il Non, il non. y en a qui vont bien, puis qu'il y a pas de maltraitance, mais de se dire qu'il y en a où il y en a, c'est quand même un peu triste, Oui, oui, ben, tout à fait, puis c'est pour ça ou même qu'on voulait très en triste. parler. Oui, mais c'est ça, mais c'est pour ça que c'est important d'en parler pour peut-être changer les choses. Puis, tu sais, le problème, c'est qu'il y a pas d'études. C'est un peu ça le problème. Puis c'est pour ça qu'on a pris donc la première partie du projet de recherche, c'était justement de faire une recension des écrits. Donc, d'aller voir dans les écrits scientifiques qu'est-ce qu'on dit par rapport à la maltraitance en résidence privée pour aînés. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait rien. OK? Et qu'on pouvait extrapoler à la limite une certaine prévalence. Donc, on dit, bon, à domicile au Québec, on sait que la maltraitance en RPA, c'est à peu près 5,9 des personnes aînées de 65 ans et plus par année qui vivent ça. Et en RPA, selon l'étude de Gingras en 2020, c'est un petit peu plus que ça, sans donner de chiffre exact, mais il y a plus de risques. OK? Donc, on peut s'attendre techniquement à ce qu'il y ait à peu près au moins 6 des personnes en RPA qui vivent la maltraitance. Ben, Donc c'est un si je problème. me souviens bien, actuellement, il y a pas de chiffre précis sur la Non, maltraitance en résidence privée au Québec, mais ni il y avait une ailleurs. étude du C'est ni ça, il y a ailleurs, rien. effectivement, Non, c'est ça. mais il y a une étude, si je me trompe pas, du ministère de la Sécurité publique qui avait été publiée en 2021 qui disait qu'il y avait environ 41 des infractions, puis là, on parle pas de maltraitance spécifiquement, mais on parle vraiment plus Ouais. d'infractions légales, des voies de fait, du harcèlement, du vol qualifié. 41 de toutes les infractions commises envers les personnes de 65 ans et plus qui se passent en RPA, fait qu'on peut peut-être penser qu'il y a beaucoup plus de maltraitance en RPA qu'il y en a dans les autres milieux de vie. Ouais, tout à fait. Puis tu sais, je le sais que tout le monde connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un aussi qui a vécu quelque chose de désagréable. Puis il faut pas oublier qu'il y a il y a de la maltraitance entre résidents, OK? Et il y a de la maltraitance des employés propriétaires envers les résidents aussi. OK? Nous, on va, dans cette série-là, on va surtout parler de la maltraitance des propriétaires et employés envers les résidents, parce que l'étude a traité plus de cet aspect-là que personne abordait dans la littérature et que
tu sais, on en voit des cas dans les médias, on en entend parler qu'il s'est passé certaines choses. Les personnes aînées entre elles, s'en parlent aussi. Fait que l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu plus concret, structuré par rapport à ce phénomène-là, en faisant l'étude qu'on a faite, mais aussi de voir les différents moyens qui ont été mis en place, puis qu'est-ce qui semble fonctionner ou pas selon les situations. Ça, c'est important parce qu'au Québec, en 2017, il y a une loi qui a été votée pour contrer la maltraitance, qui a mis plein de mesures en place, dont des politiques d'établissement au niveau des CIS et des CIUS. Et aussi, l'autre chose, c'est que en 2022, en avril 2022, ça a été modifié. Et à l'intérieur de la loi originale, il y avait tout le concept de signalement obligatoire dans certains contextes. Et là, en 2022, en avril 2022, ce qui s'est ajouté aussi, c'est que le signalement obligatoire s'applique également maintenant aux résidents en RPA qui vivent de la maltraitance, mais c'est les résidents en situation de vulnérabilité. Donc, il peut y avoir de la difficulté à demander de l'aide. Donc, ce n'est pas tous les résidents pour lesquels le signalement obligatoire s'applique. Fait donc, Là, on c'est parle de important, là. signalement obligatoire, c'est qui est obligé de signaler dans ces situations-là? C'est toi qui le dis ou c'est moi qui le dis? Ben, je peux y aller, mais en fait, ça va être principalement les employés là, des résidences qui vont avoir cette responsabilité de ça, de signaler ou les gens du réseau de la santé et des services sociaux. Donc, c'est pas une obligation là, pour les proches ou les parents qui vont aller rendre visite en domicile. C'est sûr que Bon, par c'est ça. contre, si vous prenez conscience d'une situation de maltraitance puis que vous voulez la signaler, vous avez la possibilité de le faire. Donc, les mécanismes là, en place pour le signalement obligatoire s'appliquent autant Oui, pour c'est ça. les résidents, que pour les employés, que pour les citoyens là, qui pourraient le constater, mais l'obligation s'applique pas à tout le monde. Oui, non, non, c'est ça. Puis ça aussi, on va faire un épisode plus sur la loi. Il faut faire une différence entre plainte et signalement. Signalement, c'est quelqu'un d'autre. La plainte, c'est la personne aînée elle-même qui fait qui signale, là, qui dit: «Hey, il se passe quelque chose». OK? Fait qu'il faut faire la nuance là-dedans. Puis, on va vous référer bien sûr à la ligne aide maltraitance adulte aîné. Si vous vivez des choses, liées à la maltraitance en RPA aussi, ils sont là pour ça. Mais il y a un service de plus aussi qui a été instauré aussi, par le ministère, qui se met pas la tête dans le sable, qui est conscient qu'il y a de la maltraitance en RPA, puis c'est important de nommer. Ce qui fait que les centres d'aide et d'accompagnement aux plaintes, les CAP qu'on appelle nous autres dans le milieu, ils sont mandatés pour soutenir les personnes en RPA qui veulent faire une plainte par rapport à la RPA. OK? Donc, il y a du soutien qui est disponible pour aider dans le processus aussi. Et comme pour tous les autres types, ou presque, on s'en va vers le commissaire local aux plaintes et à la qualité des services qui va prendre la plainte au bout du corps. Mais l'idée, c'est que vous avez de l'aide pour jaser avec la ligne. Vous avez quelqu'un qui peut vous aider à rédiger, ben pas rédiger, mais à comprendre comment faire une plainte, vous aider dans le processus. Donc, il y a de l'aide là, qui est disponible par rapport spécifiquement à maltraitance en RPA. Là. Donc, ça, c'est important à comprendre. On va le répéter dans chacun des épisodes parce que c'est super important. Fait que mais c'est sûr que quand on parle de maltraitance en résidence privée pour aînés, la première étape est quand même d'en parler aux personnes concernées. OK? Fait que ça, c'est important parce qu'il y a plein de choses qui se règlent sans qu'on se rende dans des longs processus puis des plaintes officielles. Là. Par contre, quand on commence à manquer d'ouverture par rapport aux plaintes de l'autre côté, là, c'est peut-être important là, de connaître les autres processus. Qu'est-ce que tu as ajouté, J'allais Kevin? dire que oui, à l'intérieur des résidences, il y a aussi des mécanismes souvent qui sont en place et des C'est procédures ça. qui peuvent avoir été détaillées. Puis il va y avoir aussi les comités des résidents qui vont pouvoir vous aider si jamais vous vivez une situation de maltraitance puis que vous voulez en parler, puis que vous êtes au début de vos démarches, puis que vous êtes pas encore peut-être rendu à aller faire une plainte ou un signalement. Vous pouvez peut-être consulter ces mécanismes-là pour voir comment procéder pour la suite. Puis, il ne faut pas oublier que dans la loi initiale aussi, pour contrer la maltraitance qui était instaurée au Québec, c'est que les RPA doivent afficher la politique pour contrer la maltraitance du CIUS ou CIUS auquel ils sont rattachés. OK? Donc, normalement, ça, c'est supposé être là. Vous pouvez le lire si vous voulez plus d'informations aussi, mais ça doit être disponible. Donc, il y a quand même des obligations par rapport à la maltraitance qui sont demandées aux résidences privées pour aînés et ils doivent être au courant de la politique du CIS ou du CIUS dans lequel ils sont rattachés.
OK? Fait que ça, c'est super, super important de comprendre. Donc, il y a des choses en place. OK? Vous n'êtes pas laissé tout seul. Puis, je parle aussi en même temps aux proches aidants, là, puis aux intervenants, parce que les proches aidants, dans l'étude, justement, on a parlé à des proches aidants, mais on a aussi parlé à des résidents euh, qui ont vécu des situations de maltraitance en RPA provenant des propriétaires et des employés. Parce que les proches aidants aussi sont impliqués dans ces situations-là, puis ils trouvent ça difficile. Les personnes et les résidents trouvent ça difficile, mais les proches aidants aussi. Puis je vous dirais qu'après avoir parlé à beaucoup d'intervenants, les intervenants trouvent ça aussi difficile parce qu'on revient à l'idée que c'est quand même une compagnie privée, là. On n'est pas dans le système public. Fait qu'il y a comme certains enjeux qui sont plus complexes que si ça arrive dans des établissements publics. Fait que l'idée Oui. de la série qui s'en vient, c'est tout ça. Puis qu'est-ce que ça veut dire, Kevin? Moi, j'allais juste dire que là, on est en train de mettre l'accent particulièrement sur les spécificités de la maltraitance en résidence privée, donc Ouais. peut-être les maltraitances qui vont être causées par les employés ou par l'établissement, plus la maltraitance organisationnelle. Mais il faut quand même garder en tête que toutes les formes de maltraitance qui s'appliquent dans une maison, par exemple, qui vont impliquer un proche, un aidant, un membre de la famille, etc., ça s'applique aussi en résidence. Ça se peut que quelqu'un qui vit en RPA vive toujours de la maltraitance de la part de son conjoint ou de la part de son enfant, etc. Donc, il faut prendre en compte qu'il y a tous ces contextes-là qui se mélangent ensemble, puis qu'il n'y a pas juste la maltraitance là, qui est spécifique à la résidence en soi, qui peut survenir dans ces milieux-là, malgré le fait que nous, pour les épisodes qui viennent, on va mettre l'accent un petit peu plus là-dessus. Oui, puis c'est important d'en parler parce que ça existe. Il faut travailler là-dessus, mais la première étape, c'est justement de réussir à la reconnaître. Fait qu'on va beaucoup vous parler des types, puis qu'est-ce qui peut être considéré de la maltraitance. Il faut aussi garder en tête que des fois, c'est non intentionnel. Des fois, ça l'est aussi. Et l'autre chose qui est super important, c'est qu'il y a quand même presque 1500 résidences au Québec. Et on revient au fait qu'il y a 11 des personnes aînées qui vivent en résidence privée pour aînés. Fait que ça, c'est important de dire qu'il y a quand même beaucoup de personnes qui vivent en résidence et que la maltraitance, selon les contextes, des fois, elle se présente différemment. Fait que c'est très différent si c'est votre conjoint versus si c'est justement une organisation, des gens travaillant pour une organisation. Puis il faut falloir parler aussi de maltraitance organisationnelle, fait qu'on va avoir un épisode là-dessus aussi, où c'est vraiment les pratiques. C'est pas juste un employé qui est maltraitant, mais il y a vraiment des pratiques en place qui vont causer de la détresse ou du tort aux résidents âgés. Fait que je pense Je disais qu'on 1500 RPA, si je me trompe pas, ça représente plus de 130 000 logements. Fait que c'est quand même, oui, concrètement, c'est beaucoup de gens qui vivent en RPA. c'est Là, ça. 130 000 logements, c'est pas 130 000 personnes, donc ça se peut que ce soit des couples, donc ça peut être encore plus de personnes. Fait que c'est quand même pas rien, là. Puis l'autre chose qui est important, c'est pour, tu sais, on veut pas dire aux gens de pas y aller. C'est juste de peut-être y aller de façon un peu plus informée, puis de remarquer certaines choses, parler aux gens. Mais je dois vous dire que les personnes à qui j'ai parlé, certains avaient quand même fait leur devoir. Fait que des fois, c'est dur à voir, c'est caché. Fait que même si on regarde que tu as de la beau, des fois, c'est plus tard ou quand on arrive que là, les choses commencent à dégénérer un petit peu, puis qu'il faut savoir quoi faire en cas de problème. Puis comme je dis, ça peut pas être vous, ça peut être quelqu'un d'autre que vous connaissez puis qui a besoin d'informations pour se sortir de cette situation fâcheuse-là. Donc, on espère que tout ce qu'on va vous montrer dans les prochains épisodes sur les différents types de maltraitance en RPA vont vous aider à comprendre un phénomène qui est présent, réfléchir, puis peut-être à découvrir certaines choses ou certaines situations, puis d'aider des personnes qui en ont vraiment besoin, parce que souvent les gens ont honte, ils ont peur d'en parler, et c'est très difficile pour ces personnes-là. Habituellement, on n'est pas achalant avec ça, mais si vous voulez être sûr de ne pas manquer la suite des épisodes, je vous invite à suivre notre page, que ce soit sur YouTube ou sur Spotify, ou à visiter régulièrement le site web de la chaire, la maltraitance-des-aînés.com, pour être certain de ne pas manquer la suite. Par la même occasion, pendant que vous nous écoutez, vous pouvez aussi laisser un j'aime, puis mettre des commentaires s'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde ou qu'on précise pour la suite, que vous voulez être sûr qu'on ne passe pas à côté. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Merci beaucoup et à la prochaine. Ah! On veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation, que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue puis qui est disponible 7 jours sur 7 de 8 heures à 20 heures. Donc le 1-888-489-2287.